7h42, l'invité des matins pour ce 21 décembre, Anki Bilal. Donc bonjour Anki Bilal. Bonjour. Faut-il faire l'injure aux auditeurs de rappeler qui vous êtes, mais tout de même, après tout, il y a des jeunes auditeurs qui n'ont peut-être pas encore lu Les Phalanges de l'Ordre Noir, et qui se régaleront de découvrir un jour, tout prochainement, sous le sapin peut-être, La Foire aux Immortels, Partie de chasse, Le Sommeil du Monstre, j'en passe, ou alors les films Bunker Palace Hotel, Tico Moon ou Immortel. Alors Anki Bilal, aujourd'hui, on a décidé, nous, de ne pas traiter nécessairement au fond de la fin du monde. On va dire qu'on y est après, et que vous et moi, là, dans ce studio, nous sommes deux fantômes surgis du pont de Grenelle, pas loin de la maison de la radio. Et oui, le pont, parce que voilà, vous vous souvenez, Murnau, Nosferatu, ce carton, après qu'il eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Et voici qu'au Louvre, depuis hier et jusqu'au 18 mars, vous exposez 22 portraits, 22 figures, 22 biographies des fantômes du Louvre. Mais par quel diable de pont êtes-vous passé, Anki Bilal ? On va dire par le pont de l'imaginaire, par le pont de l'art, puisqu'il y a le pont des arts tout en bas. Exactement, le pont des arts et de l'art, on va dire de l'art du Louvre. Hein. Il y a, on peut dire un seul mot au singulier pour essayer d'expliquer ce qu'est cet endroit absolument magique. Alors, bon, c'est pas une commande, mais c'est une carte blanche qui m'a été donnée. Donc, plutôt que de faire une histoire en bande dessinée, ce qui était un peu le principe de la collection Futuropolis Louvre, j'ai pensé plutôt à intervenir par la peinture sur des peintures ou sur des œuvres du Louvre, y compris d'ailleurs sur des perspectives, sur des salles. Et vous n'avez pas froid aux yeux, cela dit, hein, parce qu'il faut quand même s'y atteler. Hein, alors, faut aussi, exactement. Alors, je pense que c'est frappé du sceau de l'inconscience aussi, cette espèce d'expérience. Et ça, je trouve ça formidable. C'est que j'ai pas voulu intellectualiser la démarche. Je suis parti avec un appareil photo. J'ai eu cette chance de pouvoir arpenter le musée ces jours de fermeture. Donc, j'ai un badge que je ne quitte pas maintenant. Fétiche. Absolument. Je vais le garder le plus longtemps possible. Et donc, j'ai mitraillé comme ça, j'ai pris des photos qui sont pas forcément des photos essentielles, c'est pas des œuvres essentielles, j'en ai gardé quelques-unes, hein, comme des prises de notes davantage. Exactement, il y a un côté un peu comme ça, ouais, exactement, c'est le coup d'œil, et puis tiens, c'est un croquis que je fais, allez hop, je prends ça. Et alors donc, c'est toujours un peu décadré, parce que dans mes photos, je m'arrangeais pour que l'œuvre photographiée laisse toujours un espace un peu pour une apparition. Parce que d'emblée, je savais que j'allais faire apparaître des visages. Quand on voit le musée, il y a des perspectives. Hein, il y a deux, trois salles. On le voit, le musée, exactement, dans nos photos. On le voit. Pas seulement l'œuvre. Exactement. Donc ça, c'était pour aussi immerger peut-être le lecteur, parce que c'est un livre, hein, évidemment. Oui. Là, on parle aussi de l'exposition, mais au départ, c'est un livre. Et alors donc voilà, je ménage ces espaces pour y faire apparaître des visages peints. Alors donc je peins sur des photos de peinture parfois. Je peins sur du Delacroix quand même, faut oser. Hein, j'ai pris cette liberté sur du Gréco, sur du Rembrandt, exactement, bien sûr. Alors ou sur des sculptures aussi, ou alors sur des objets anciens de Mésopotamie, du casque, hoplite, etc. Donc c'est déjà, ça en soi, c'est une espèce de liberté comme ça contrôlée, très ludique. Et puis surtout, il y a la dimension écrite, alors qui est d'emblée dans l'idée. Quand je fais apparaître ces visages... Texte-image. Voilà, quand je fais apparaître ces visages, je sais que je vais devoir raconter la vie de ces gens, alors qui sont totalement inconnus et qui sont totalement imaginés. Non. Si, justement. Sauf que je les fais croiser, à un moment donné, avec la réalité et historique et artistique de l'œuvre sur laquelle ils apparaissent. Non, je vous garantis que tout est inventé. Tout est inventé, sauf peut-être deux ou trois. Je me suis fait avoir, là, j'y ai vraiment cru. C'est le but, tant mieux, je suis ravi. Ça m'a fait l'après-midi hier, je me lever si tôt pour entendre ça. Ouais. Très perturbé après même la visite. Tant mieux. Et alors, effectivement, c'est la manière dont la chose a été construite qui fait que, évidemment, moi j'ai essayé de rendre le plus crédible possible chaque individu, chaque personnage, qui finit par mourir comme tout un chacun. Je veux dire, en plus, ils sont très très loin dans le temps. Alors évidemment, on a la puce à l'oreille parce que vous donnez le poids de certains à la naissance. Un tel qui est né en 1475, c'est l'autre en 1776. Donc là, on se dit, c'est la petite licence poétique de celui qui s'invente, le Bilal qui s'invente biographe. Mais je donne même le temps qu'il fait. Je donne même le temps.
Mais alors, comment alors? Donc, en fait, ce que vous avez fait et imaginé, c'est une sorte, au fond, de palimpseste d'une œuvre. Oui, absolument. Alors, exactement, on peut dire que l'œuvre photographiée, une fois que je l'ai choisie, elle m'a plu, pas forcément sur un plan artistique, mais elle m'a plu. Voilà, je fais apparaître ce personnage, et je sais que le nœud de sa vie, le moment crucial, c'est le moment où il va rencontrer l'œuvre. Ouais. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Il va rencontrer ou l'artiste, ou il va être le modèle de l'artiste, ou etc. Et donc, à partir de là, je bâtis sa vie. C'est-à-dire que je pars en arrière pour le faire naître. Donc, j'estime son année de naissance, son heure même. Donc, c'est en ça que c'est assez absurde. Et que c'est une manière presque pour moi de dire, lecteur, attention, méfie-toi. Que je puisse donner l'heure exacte à la minute près, à la seconde près, alors qu'on est avant Jésus-Christ. C'est là que c'est louche, évidemment. Exactement. Ouais. Je dis, méfie-toi de ce que tu vas lire. Mais vous l'avez tous inventé? Antonio di Aquila? Oui. Antonio di Aquila, je l'ai inventé. Qui aurait dû peindre la Joconde. Alors, c'est ça qui est passionnant. En plus, c'est pour ça que c'est un piège aussi. Qu'est-ce que je sais de Léonard de Vinci? Je lis sur lui, forcément. Je sais qu'il a des assistants, qu'il a beaucoup de jeunes assistants, qu'il les aime beaucoup, d'ailleurs, ces jeunes assistants. Qu'il a des histoires avec ces jeunes assistants. Donc, il y en a 2 ou 3 qui sont très connus d'eux. Et je me dis, forcément, le fantôme, ça sera un assistant. Donc, je bâtis l'histoire de ce jeune assistant qui n'a pas à exister, en le faisant croiser la vie des autres, en créant des histoires de jalousie, en créant des histoires y compris artistiques, puisque tous sont plus ou moins du talent, un peu autour de ce maître absolu. Et donc, j'invente sa destinée terrible, et effectivement, la fin, ils meurent tous de manière plus ou moins violente. Et c'est en ça, d'ailleurs, que ça rejoint le fait divers. Et c'est en ça que ça nous parle, je pense, aujourd'hui. Parce que toutes ces morts en fait, relèvent du fait divers. Aujourd'hui, on y serait dans les journaux, en une, comme étant des morts absolument incroyables. Vous inventez la vie de l'équarrisseur. Oui. Qui aurait éventuellement proposé à Rembrandt de peindre un bœuf écorché. Oui. Et beaucoup plus après. Bien pire après. Et qu'on retrouvera, enfin, je ne pourrais pas tout dire. Non, on va pas le dire, mais voilà. Bon, c'est ce tableau, tout le monde le connaît, il est assez impressionnant. Il est superbe, magnifique, en plus il n'est pas gigantesque. Et donc je ne sais pas, cette carcasse sanguinolente, j'ai tout de suite imaginé, d'ailleurs, un fantôme à la tête en bas, c'est-à-dire pendu un peu comme la carcasse du bœuf, et c'est quelque chose de sanguinolent. Donc je pense immédiatement à un boucher, à un serial killer, à un dépeceur, enfin un truc absolument horrible, et je fais naître ce personnage, et je raconte sa vie, et à un moment donné, il croise et Rembrandt et ce fameux moment où le tableau a été peint. Bon, moi j'y ai cru. Non, mais c'est tant mieux. Voilà. Dites, Souleymane Kibilal, au fond, ça n'est pas non plus forcément une nouveauté que ce thème du fantôme, on peut dire, et beaucoup de choses ont été écrites, bien sûr, sur votre œuvre, et notamment sur la manière de dessiner les visages et de travailler sur la carnation de peau de la peau de tous vos personnages, ou presque, on va dire, dans vos bandes dessinées ou dans les films. C'est que tous, on a remarqué souvent qu'ils avaient justement une carnation de fantômes. Et puis on pense peut-être aussi à cette idée que vous êtes comme Luc Bondy dans les 10 books, qu'il vous faut vivre justement avec ces fantômes. Donc le fantôme n'est pas nécessairement une image effrayante de fin de vie, de mort, puisqu'on est en plein apocalypse, paraît-il. Ça n'est pas nécessairement comme ça que vous le voyez, vous, le fantôme, que vous l'interprétez. Mais vraiment pas. D'ailleurs, même le terme fantôme, je me pose des questions sur sa validité, sur ce travail, parce qu'en fin de compte, lorsque j'ai fait apparaître ces visages, pour moi, c'était des visages de personnes ayant donc existé. Alors, on va me dire, c'est un fantôme. Et c'est comme ça que ça s'est passé, d'ailleurs. Chez l'éditeur, quelqu'un a dit à ce moment-là, un peu comme des fantômes. Vous les chez Futuropolis, Futuropolis, voilà, et le Louvre. Et quelqu'un a dit, c'est un peu comme des fantômes. Je dis, oui, c'est ça, les fantômes du Louvre. Et à ce moment-là, le titre est resté comme un titre de travail, et je l'ai gardé jusqu'au bout. Mais moi, ce que je fais apparaître, c'est plutôt des sécrétions du temps, c'est-à-dire qui incarnent des personnes qui ont existé, et c'est ce qui m'intéresse davantage que leur destin après la mort, c'est plutôt ce qu'ils ont été avant. Et c'est un temps de fin du monde, d'après la fin du monde, ou de pendant la fin du monde, votre temps, Enki Bilal? En tout cas, pour ces fantômes, chacun a sa propre fin du monde, puisque c'est sa propre mort. Donc, je veux dire, il y a 22 fins du monde dans ce livre et dans cette exposition. Mais la fin du monde, moi, celle qui nous attend dans quelques heures, j'y crois pas du tout, d'une part. On va en rire. Vous n'avez pas attendu ce 21 décembre pour parler de fin
Exactement, du monde. exactement. Alors il y a eu des fins politiques, géopolitiques et idéologiques au siècle dernier. Hein. Il y en a eu des très très puissantes qui nous ont occupé pas mal. Elles sont terminées. D'autres apparaissent. Le siècle lui-même, il a démarré avec un 11 septembre assez traumatisant, mais on est toujours là. On est toujours là. Est-ce que vous venez d'ailleurs vous-même, au fond, peut-être aujourd'hui, enfin en cours de route, vous venez d'un pays qui est devenu un pays fantôme? Hélas, je dis hélas. Vous êtes né dans un pays qui est un pays fantôme. Ça n'existe plus, la Yougoslavie. Non, par contre, le fantôme, lui, existe. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il continue à exister à l'état de fantôme et que... Bon, on va pas faire de la politique ou de l'histoire, c'est déjà de l'histoire, mais les accords de Dayton n'ont rien réglé. Ils ont figé quelque chose et l'ont simplement fantomisé, on va dire, et il se passe malheureusement plus rien comme espoir dans la tête des gens, notamment de Sarajevo, où on s'est déjà croisés. Absolument. Ouais. Mais comment vit-on tous les jours cette idée que on n'a plus le pays d'origine? Que si on vous demande où êtes-vous né et qui vous répondez à quelqu'un qui n'est pas au courant en Yougoslavie, il va vous dire c'est quoi, c'est où? Bah moi je sais parfaitement où c'est, j'ai des images très fortes, très marquantes de la Yougoslavie effectivement. Je pense toujours d'abord à l'entité yougoslave. Je considère que c'est un gâchis absolu avec toute la part de cynisme qui revient au monde occidental et à l'Europe notamment dans cette affaire-là. Donc pour moi c'est la Yougoslavie, c'était effectivement ce moment assez magique et assez artificiel où tout d'un coup un héros guerrier qui était Tito, qui résiste aux nazis et qui devient l'emblème d'une région, réussit à faire tenir produire, tout ça. à faire tenir tout ça dans une période un peu glaciaire. Et puis lorsque ça commence à fondre, eh bien voilà, chacun repart de son côté malheureusement. Un Tito que votre père a sculpté? Il l'a pas sculpté, non. Il a fait certains de ses costumes. Il a été son tailleur. Son tailleur, voilà, officiel. Il a sculpté sa silhouette. Ouais, il a donc dû l'analyser. Mais je veux dire par là aussi que votre père est une sorte de fantôme. Dans le livre que vous consacrez Christophe Onodibio, vous dites « Mon père est une espèce de fantôme que je... » Et là, vous parlez au présent, puisqu'il est décédé. Vous dites « Mon père est une espèce de fantôme que je reconnais à l'odeur de ses cigarettes. » Oui. Bah ça, c'était en fin de compte le souvenir que j'en avais quand j'étais gamin, puisqu'il est parti alors que j'étais tout petit. Vraiment, j'avais dû avoir 3 ans à peine, 2 ans et demi, 3 ans. Donc il est parti pour Paris, et je l'ai retrouvé à l'âge de 9 ans. Et alors évidemment, j'avais quelques photos. Il nous avait envoyé des photos de Paris à sa femme et à ses enfants. Mais c'est en gare de l'Est, très tard, le soir, l'arrivée du train après un périple de plus de 40 heures de voie ferrée, etc. J'arrive et je vois cette silhouette, cet homme qui ressemble vaguement à la photo que j'avais. Et c'est en fin de compte lorsque je suis dans ses bras, voilà. C'est lorsque je suis dans ses bras que l'odeur de ses vêtements imprégnés de tabac froid. Et là, c'est une espèce de retour en arrière. Quelques années auparavant, je pense qu'à 2 ans et demi, j'ai été frappé par cette odeur. Donc c'est un peu ça l'idée aussi, que l'olfactif aussi peut marquer à vie. Et déjà, donc du coup, vous essayez mentalement, non pas forcément de le dessiner sur un bout de papier, mais de reconstruire le visage de quelqu'un dont vous craignez de ne pas le reconnaître. Donc, oui, mais qui est incarné, mais d'abord par l'odeur de cigarette froide, et puis qui est tout d'un coup devant moi et qui me prend dans ses bras. Ouais. Comment avez-vous fini par tout de même choisir ces seules 22 images, entre guillemets, sur la multitude, pour justement quand même arriver... Parce que, soyons précis, il n'y a pas que des grands tableaux. Il y a effectivement des lieux, des passages important, géographique. Mais oui, je voulais pas tomber dans les poncifs. Alors j'en ai gardé 2 ou 3. La Joconde, bien sûr. La Joconde, je pouvais pas faire un livre sur le Louvre sans l'évoquer, donc sans la représenter. Et la victoire de Samothrace aussi, peut-être le tableau de la Croix. Enfin, il y a beaucoup d'autres pièces maîtresses. Mais en tout cas, ce que je disais au départ, c'est que je voulais pas intellectualiser. Si j'avais voulu vraiment intellectualiser mon propos, j'y serais encore. Donc je me suis laissé plutôt attirer par des objets, par des lieux. Il y a la Grande Galerie, par exemple. Il y a la Grande Galerie que hante le colonel Marcus Dutke. Ouais. Alors là aussi, beaucoup de gens se font prendre dans son histoire parce qu'elle est parfaitement plausible. Parfaitement. Alors je pars de quoi? Je pars de l'idée du poncif, alors qui traîne dans le cinéma, dans les films de guerre, ou y compris dans l'histoire officielle de la guerre, y compris dans les films comiques sur la guerre, qui est que l'officier SS nazi est féru de culture et féru d'art. Voilà.
On part de cette idée-là. Je pars de cette idée de ce poncif-là, et puis finalement, je déroule la vie d'un petit garçon qui grandit et qui rencontre un jeune peintre très doué pour les paysages, paraît-il, et qui l'émerveille. Et ce jeune peintre, c'est Adolf Hitler. Bon, après, toute l'histoire est à bâtir, et puis ce jeune homme devient officier et finit évidemment mal aussi, mais il finit mal en rendant un hommage peut-être au musée qui l'a marqué à vie et qui est le Louvre. Finalement, quoi, le fantôme, c'est une sorte d'anti-héros. Là, je pense que c'est un peu des héros. Ils deviennent des héros, mes personnages. Finalement, ils vampirisent un peu. Là, fantôme, on va passer aux vampires. Ils vampirisent aussi un peu l'œuvre, d'une certaine manière. Et je me suis rendu compte de ça, parce que des gens m'ont parlé de la réaction qu'ils ont eue en revoyant l'œuvre après avoir lu et vu mon intervention. Ça, je trouve ça passionnant. C'est que maintenant, les gens, et même au Louvre, ils commencent à parler de ce casque que j'ai été... magnifique, ils l'appellent le casque Écube. Et Écube, c'est le nom du fantôme que j'ai inventé. Que vous inventez, vous. Que j'ai inventé. Et donc, même pour le Louvre, ça devient un casque qui porte le nom d'un fantôme. Donc, c'est ce qui prouve que dès qu'on tend la main ou quand on tend l'imaginaire à quelqu'un, l'imaginaire est repris. Donc ça, c'est bien. Enki Bilal, 8h16. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vincher. Bon alors, moi j'ai résisté, mais vous non, je vois. Vous êtes venu avec vos albums. Mes deux préférés. Oui, Partie de chasse. Je les ai tous, mais c'est mes deux préférés. La femme piège. Oui, parce que vous connaissez depuis longtemps l'œuvre d'Enki Bilal. J'ai contribué à la faire connaître aux auditeurs de France Culture dans les années 80. Je m'en souviens très bien. C'est à vous, Brice. Je le confesse d'emblée, ma passion pour l'œuvre et la personnalité d'Enki Bilal est très ancienne. Je l'ai vu se dégager de l'influence de Moebius, encore très perceptible dans La ville qui n'existait pas en 77. Je l'ai vu atteindre son régime de croisière avec Les phalanges de l'Ordre Noir en 79 et surtout Partie de chasse en 83 qui le consacre, lui et le scénariste Pierre Christin, comme les champions toutes catégories de la bande dessinée historique. Parce que l'esprit d'une époque y était condensé, réinterprété dans un style qui en dit la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de la reconstitution historique qui est à la portée de n'importe qui possédant une bonne documentation. Non, je veux parler de cette manière spécifiquement bilalienne de montrer les traces du passé dans le présent, ces visages à demi fossilisés, la cicatrice des vieilles trahisons, la dévastation des âmes. Bilal nous apportait la laideur si particulière qui était la marque du monde de l'autre côté de l'Europe, faite de béton décrépit, de coulées de rouille, ce côté mastoc et menaçant, cette architecture inspirée du bunker et du conglomérat industriel, bref, cette brutalisation du décor qui fut l'esthétique du socialisme de caserne, la civilisation soviétique. Pas étonnant qu'à cette époque, l'œuvre de Enki Bilal tourne autour du mur. Elle est hantée par le totalitarisme, par les menaces de guerre, guerre froide, guerre des étoiles de Reagan, tentation de la fuite en avant nucléaire prêtée à ces vieux dirigeants soviétiques fossilisés justement, qui sentent leur pouvoir se fissurer. Lors d'une exposition organisée au Palais de Tokyo en 1988 autour de l'œuvre de Enki Bilal, on pouvait voir reconstituée en grandeur nature la fameuse image du missile enfoncé dans le mur, symbole de nos hantises de l'époque. Dans La foire aux immortels où le génie de Bilal éclate, l'obsession du minéral prend une dimension métaphysique avec le personnage du dieu Horus. La dimension visionnaire du créateur prend le dessus sur l'obsession de l'histoire. Elle se développera tout au long de cette trilogie énigmatique consacrée donc au personnage de Nicopole. Les vieilles images inspirées du réalisme socialiste se mêlent alors à des anticipations torturées. L'humain rejoint l'animal, le minéral, dans des alliages hallucinés qui provoquent une impression de malaise jamais ressentie. Mais les amateurs de bande dessinée ont vite compris que les ressources du 9e art étaient trop limitées pour lui, qu'il était trop à l'étroit dans les limites d'une planche, d'un scénario, qu'il débordait le genre science-fiction du côté de la métaphysique. Il lui a fallu le cinéma, la danse, l'illustration, la peinture. Le message est trop complexe, le personnage surabondant.
Aujourd'hui, comme pas mal d'auteurs de bande dessinée passés à l'illustration, il est devenu peintre à part entière, sa cote explose. Et voilà que le directeur du Louvre, Henri Loirette, a l'excellente idée de lui confier une intervention de son choix au musée du Louvre. Le résultat, une série de fantômes restitués à une demi-vie, est un succès. Des vies imaginées qui croisent le destin des œuvres et les éclairs d'une lumière étrange. C'est un parti pris très intéressant. Par le recours à la fiction historique, ces œuvres acquièrent de nouvelles dimensions. Contrairement à la démarche de tant d'artistes contemporains, il ne s'agit ni de se moquer de ce qui les dépasse, sur le mode nihiliste, ni de se servir d'elles pour se faire valoir eux-mêmes, en se hissant sur les épaules de ces géants, mais de leur ajouter une nouvelle dimension et donc de les respecter. En tout cas, à travers l'invitation faite à Enki Bilal, sans doute le meilleur dessinateur de sa génération, c'est tout un art, celui de la bande dessinée, qui se trouve enfin consacré. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. J'espère, Enki Bilal, que devant l'hommage, vous n'allez pas rester bouche bée parce que l'émission dure jusqu'à 9h. Mon micro est rouge, donc il masque un peu mon propre... Non, je suis très touché par cette... Puis en même temps, pour moi, c'est une plongée dans quelque chose de à la fois lointain et qui m'occupe toujours, je pense pas avoir changé. Je crois simplement que je reste extrêmement collé à l'époque, en fin de compte, et tout ce que vous avez dit sur mes relations avec l'Est, avec mes origines, je continue à le ressentir. Je l'ai ressenti avec la religion. Je l'ai ressenti avec la religion, avec on le redit d'un mot juste pour un père bosniaque et une mère tchèque. Oui. Et donc voilà, je sais pas, j'ai l'impression que je fais partie des gens qui sont embarqués dans l'histoire de notre temps et que le monde d'aujourd'hui, l'actualité continue de me nourrir. Mais j'ai de plus en plus de mal, je dirais, à coller à ce monde-là, parce que je pense qu'il a perdu tous ses repères, qu'il a perdu ses utopies, et qu'on est il faut avoir un autre regard. Moi, mon regard est davantage sur la planète en ce moment, parce que je pense que c'est notre seule et unique préoccupation. Ça devrait être notre seule et unique préoccupation. Est-ce qu'on pourrait dire, je parle aussi sous le contrôle de Brice, que la difficulté pour vous, elle est majeure aujourd'hui, parce qu'au fond, vous avez beaucoup raconté un monde que l'on disait bipolaire. Aujourd'hui, il est plus bipolaire. On dit qu'il est multipolaire. Et fatalement, ça doit compliquer un peu la tâche. Non, oui et non, parce que moi je continue à penser qu'il est bipolaire. Alors je continue à le penser parce que j'ai l'impression que, notamment sous l'impulsion des Américains, il faut toujours qu'il y ait ce bipolarisme, qu'il y ait le bien et le mal. Notre Bush a œuvré pour ça dans les années 90, alors qu'on aurait pu effectivement avoir un monde multipolaire. Il s'est trouvé un ennemi, qui était l'islam radical. Bon, voilà, chacun a pris sa place. Et je pense qu'on est toujours dans un monde un peu d'une crise de civilisation. Alors, je sais que le terme de guerre de civilisation est très mal perçu et politiquement très incorrect. Mais je pense qu'on est dedans quand même. Alors, donc, on est quand même malgré tout dans un bipolarisme, je trouve. Donc quoi, Occident-Islam ? Malheureusement, on peut le dire, parce que l'islam est dans une crise d'adolescence qui fait que... Alors évidemment, c'est pas le monde musulman, c'est l'islam radical. Mais il a une influence énorme, cet islam radical. Brice Couturier. Reste qu'il me semble que la quasi-totalité, effectivement, d'œuvres de Bilal, mais il me semble aussi que vous en dégagez, est marquée par ces images de votre enfance, quand vous étiez dans ce parc en Yougoslavie, qui était illustré par des canons, des tanks, etc., des vestiges de la guerre, qui étaient extrêmement présents dans le monde de l'Est, que nous, on a évacué très vite. Et il me semble que, il y a pas longtemps, il y a quelques années, avec Krzysztof Pomian, je discutais de la Pologne et de l'Europe de l'Est où j'ai vécu, et je lui disais, donc j'essayais de faire une thèse sur l'histoire polonaise, et il me disait, mais vous savez, le communisme, ça intéresse plus personne en Occident, parce que le communisme, c'est plus de l'histoire, pour eux, c'est de l'archéologie. Et effectivement, en visitant, en photographiant, comme je l'ai fait de manière maniaque, les derniers vestiges qui restaient encore dans les années 90 de cette civilisation soviétique, ces soldats russes en pierre et gigantesques, ces palais monumentaux inspirés par l'architecture stalinienne, on avait le sentiment qu'une civilisation soviétique qui avait imprégné les paysages et les mentalités, d'un seul coup, était mise à bas. On peut pas dire que j'en ai pas la nostalgie, c'est pas ce que je veux dire, mais reste que cette civilisation a existé, disons, comme la civilisation pharaonique des Égyptiens, et qu'aujourd'hui, elle fait l'objet d'une démolition, quoi, parce qu'il reste pratiquement plus rien, parce que ça fait un peu honte aux gens, mais elle a influencé les esprits, elle a marqué les cœurs des gens qui y ont vécu d'une manière qu'on peut difficilement imaginer, nous, de ce côté-ci joyeux de ce qu'on appelle l'Europe heureuse. Et je pense que votre
œuvre témoigne de manière extrêmement profonde pour nous occidentaux de ce qui a été la brutalisation de l'esthétique et de la vie quotidienne à l'est de l'Europe. Enki Bilal. Oui, et le côté fantasme des Occidentaux pour le monde de l'Est, qui faisait peur, qui intriguait, le rideau de fer, enfin tout ça, c'était le mur de Berlin, tout ça, c'est des images, des mots qui sont violents, qui sont de l'ordre de l'enfermement. Et donc le fait de ne pas connaître, d'avoir que des photos ou alors des espèces d'informations qui viennent de là, a fait que je pense qu'aujourd'hui, quand on redécouvre les vestiges de ce monde-là, on a effectivement un rapport comme on pourrait l'avoir avec l'Égypte ancienne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est exhumé, ça vient de on ne sait où, et donc ça a vraiment existé. C'est ça qui est passionnant, c'est ce côté un peu, ça a existé, donc c'est concret. Et vous avez voulu le fixer, ça moi je l'ai fixé parce que je l'ai connu, je l'ai vécu. En fin de compte, on peut se dire que finalement, le monde socialiste ne s'est pas autant que ça détruit, parce qu'il n'a jamais été fini, c'est plutôt ça aussi qui est intéressant. Et moi j'ai le souvenir de chantiers commencés, et qui n'ont jamais été finis parce que les plans, les machins, les trucs. Et évidemment, un occidental qui voit ça maintenant à l'état de ruine, il se dit, ça s'est effondré. Mais non, ça n'a jamais été fini. Et d'ailleurs, ça pourrait être presque une image du communisme. Il n'a jamais été achevé. Il s'est dévoyé en cours de route très vite, quoi. Daniel Salnave. Oui, je suis vraiment très heureux. Je voudrais ajouter, au fond, ma part d'admiration à l'œuvre d'Enki Bilal. Partie de chasse, pour moi, est un livre qui incarne ce que j'ai cru comprendre dans des rencontres et dans des voyages dans les pays dits de l'Est ou en Russie soviétique. Et je voudrais juste faire un petit appel. Cet été, j'étais tout à fait au nord de la Sibérie, dans une ville qui s'appelle Norilsk, et qui est une ville pour vous. Vous êtes l'artiste qui l'a dessinée. Je suis entrée dans du Enki Bilal en promenant dans les rues de Norilsk. C'est un immense chantier à ciel ouvert, d'usines de nickel extrêmement polluantes. La moitié est détruite et la moitié est en train d'être reconstruite. Et les fantômes sont partout, puisqu'elle a été construite par des prisonniers du Goulag dans les années 30. Donc on a à la fois, c'est le stalker, mais plus encore l'œuvre d'Enki Bilal. Et vous êtes vraiment l'homme qui, je voudrais que vous en parliez encore davantage, qui incarne cette pensée qui nous manque, parce que la partie de l'Europe heureuse, comme dit Brice, a été fascinée, puis maintenant ça y est, c'est une affaire réglée, on n'en parle plus, ça n'existe plus, mais sa réalité, elle ressurgit tout le temps. Ce sont les fantômes de notre Europe, en permanence. Et vous étiez vraiment présent pour moi à Norilsk, dans cette espèce de ruine écologique en même temps, puisque vous dites que la dimension planétaire vous intéresse. Bien sûr, c'est la mort aussi de la planète, c'est la pollution extrême, le souvenir du goulag et l'extraction du nickel à ciel ouvert dans des conditions effroyables. Que dire si effectivement, mais... Alors c'est quoi? C'est des gènes. J'aurais peut-être des gènes de ce monde-là inconsciemment. Ça ressort. Peut-être que je catalyse ça. Vous êtes un des grands témoins chez nous. Vous voyez, le pensez en même temps. On a une bonne. Est-ce qu'il y a une des choses, enfin disons, parmi les créateurs les plus importants et les plus intéressants qu'on ait eu en Europe occidentale depuis, disons, les années 50 et 60, moi je mets en tête la plupart du temps des gens qui viennent de l'autre côté de l'Europe et qui témoignent pour elle, parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous vivons dans la liberté, l'opulence, la tranquillité. Une certaine forme de légèreté et de frivolité, mais nous ne sommes absolument pas conscients que de l'autre côté, il y avait une autre manière de vivre, une autre façon d'appréhender les problèmes infiniment plus sérieuses, où les mots avaient du poids, par exemple, alors que les nôtres n'en ont guère, on parle pour ne rien dire. Où les contraintes n'étaient pas les mêmes. Et les gens comme Kundera et comme vous sont venus nous apporter un miroir dans lequel on pouvait voir ce que nous étions, parce que vous nous montriez l'autre côté des choses. Et pour compléter la question de Brice, ça a été très réfléchi ou ça vous est tout simplement sorti des tripes? Écoutez, je pense, alors je n'ai pas souffert, moi, comme Kundera ou comme d'autres gens. J'ai vécu, je suis né dans ce monde-là. Vous racontez un monde souffrant, mais vous n'avez effectivement pas, vous, connu le pire de ce que d'autres ont connu. Non, absolument, c'est le déchirement, le départ, mais naître au début des années 50 en Yougoslavie, c'est pas le goulag, hein, vraiment pas. Et puis Tito, c'était pas Staline. Mais il n'empêche que lorsque je suis arrivé en France, j'ai épousé la culture française, la langue française, tout naturellement, devant la fascination de mes petits camarades nouveaux français pour les États-Unis, pour l'Amérique, etc., moi, tout naturellement, je me suis replié, je me suis retourné vers mes origines, au-delà même de la Yougoslavie, vers l'URSS. Je prenais la défense de l'URSS parce que je trouvais absurde la manière dont les petits Français voyaient l'Est, le rideau de fer. On me demandait quasiment, mais il y a du soleil de l'autre côté, de l'autre côté du rideau de fer, vous avez du soleil en été? Je dis oui, on a de la neige en hiver.
nous, on avait de la neige, vous, ici pas. Et j'étais entré dans une espèce de conflit comme ça, intellectuel, et je pense que naturellement, je suis retourné vers ces origines-là, vers ces racines, au-delà même de mes racines yougoslaves, vers les pays de l'Est. Et je suis devenu quelque part le représentant de... Alors, est-ce que c'est venu naturel? Oui, c'est pas forcément réfléchi, mais je me suis imprégné de ça. J'avais envie de ça. J'y retournais de temps en temps. Je commençais à y voyager. J'étais un peu comme un représentant d'une cause que je savais sans doute condamner, parce que mais en tout cas d'un monde qui dépassait mes pures, simples origines belgradoises. Daniel, oui, on va pas rouvrir le dossier, bien évidemment, de l'ex-Yougoslavie. Je vous ai fait l'aveu dans le couloir de ma Yougo-nostalgie, et vous m'avez dit que par certains côtés vous la compreniez. Ah, je partage totalement. Mais tout de même, je trouve qu'on comprend pourquoi vous êtes hanté par l'idée des fantômes, parce que cette Yougoslavie fantôme aujourd'hui représente quelque chose qu'aujourd'hui on ne comprend plus. On ne comprend pas qu'on puisse vouloir faire vivre ensemble des gens qui peuvent être appartenir à des groupes qu'on les appelle ethniques ou communautaires. Alors je sais qu'avec Brice parfois nous avons là-dessus une discussion profonde et animée. Moi je demeure persuadée, et le fameux référendum qui avait eu lieu dans les années 90 montrait que plus de 60% des Yougoslaves ne pouvaient pas s'assigner une origine unique. Mon père était juif, ma mère était croate et mon grand-père serbe. Donc cette explosion Europe occidentale, entre guillemets, à favoriser est quelque chose qui pour moi me pèse toujours, et je comprends quand je me promène devant les œuvres que vous êtes en train de réaliser pour l'instant, comment ce désir de faire surgir, de ne pas oublier des fantômes. C'est vraiment quelque chose qui est puissant chez vous. Enki Bilal. Écoutez, là, je bois vos mots, je vous entends. Je suis pas forcément le mieux placé pour me rendre compte de l'effet que ça peut produire, mais je pense qu'effectivement, enfin, j'y avais pas pensé, mais que ce traitement entre guillemets fantomatique d'œuvres d'art et surtout d'époques anciennes, des personnages cachés dans les plis de la toile, quoi. Là, c'est vrai que ça rejoint. C'est vous qui mettez le doigt dessus, et je m'incline. Hein, finalement, c'est vrai que le processus de création est le même que celui qui m'a occupé, qui m'a habité sur le parti de chasse ou sur le sommet du monstre, par exemple. Vous citez, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vous ou Christophe Lodolibio qui le cite en exergue de votre livre d'entretien chez Flammarion. Enfin, il y a cette phrase, bien sûr, de Francis Bacon: chaque artiste s'ingénie à enfoncer avec obstination le même clou. Bon, bien sûr. Bah oui, l'artiste celui qui est capable d'aborder tous les domaines, etc., c'est une absurdité. Je veux dire, je pense l'art, c'est obsessionnel. Enfin, on essaie de régler un problème qui nous dépasse, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est cette espèce de quête comme ça. Et je pense que, effectivement, moi, je vais jamais réussir à me débarrasser de mes propres fantômes par rapport à mon parcours et à ma naissance. Brice ? Puisqu'il s'agit de présenter quand même en peu de temps l'œuvre d'un artiste majeur de notre époque, je voudrais pas qu'on saute une époque. Là, on vient passer directement du côté rideau de fer, mur, à ce qui est en train de se passer au Louvre en ce moment, avec ces fantômes du Louvre parce que vous êtes invité, donc on le disait, au musée du Louvre. Mais entre les deux, il y a une grande partie de votre œuvre aussi qui n'est pas dans le registre du rideau de fer et de la hantise de la guerre, parce que ça se déroule après 89. Et cette œuvre, elle pose problème. Vous savez bien que dans le milieu de la bande dessinée aujourd'hui, vous êtes victime de beaucoup de critiques qui disent que votre œuvre est devenue tellement hermétique qu'elle est devenue illisible. Je trouve ça un peu absurde, mais la régression, elle est là. Des gens qui ne savent plus lire, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est une œuvre extraordinairement ambitieuse, qui a je le disais, qui a des dimensions métaphysiques, mystiques. Et effectivement, c'est très déroutant pour le public de bande dessinée qui était plutôt habitué à lire de solides histoires bien charpentées, rédigées par Christin, qui est un génie du genre, et que vous êtes parti dans une dimension très troublante. Qu'est-ce que vous avez à en dire de ces deux trilogies, par exemple, Écoutez, moi, ce que j'ai à en dire, c'est que je les contrôle dans la mesure du possible. Et alors, j'aime bien cette idée du possible parce que je ne bâtis plus, je ne charpente plus, par exemple, un scénario. Je supporte plus l'idée du... Vous savez, maintenant, quand on parle de bande dessinée, sur Internet ou ailleurs, vous avez des étoiles. Alors, pour le scénario, pour le dessin, en gros, pour la couleur, pour le lettrage, pour je ne sais quoi. Bref. Un auteur est un auteur. Hein, on va pas dissocier le graphisme de l'écriture. En plus, dans le monde de la bande dessinée, on parle jamais de l'écriture, jamais, comme si ça n'existait pas. C'est le scénario qui compte. L'écriture, ça n'a aucun sens. Donc moi, je me bats avec cette
ce besoin d'écriture, et notamment depuis que je fais des films, sans doute. Je pense que depuis que je fais des films, j'ai l'impression que de faire de la bande dessinée à l'ancienne, c'est une manière de singer le cinéma. Le découpage, le surdécoupage, etc. Et donc c'est plus la fibre littéraire qui me motive. C'est un carcan, c'est un carcan. C'est un carcan, oui. C'est un vieux carcan. C'est un système. Un système. Et donc, effectivement, je sais bien que j'ai perdu un certain nombre de lecteurs, mais je sais que j'en ai gagné des nouveaux. Moi, je le vois, ça, je le vois dans les dédicaces, c'est passionnant d'ailleurs. Et donc, alors, métaphysique ou pas, mais c'est vrai que entre la tétralogie du monstre qui démarre sur quelque chose de très violent, pour moi, c'est un des bouquins les plus importants pour moi, parce que c'est une manière de traiter finalement l'éclatement de la Yougoslavie, en extrayant le problème et en le mettant dans un futur proche, mais avec cette idée de la mémoire. Donc ce personnage, la mémoire hypertrophiée, c'est une façon de traiter l'éclatement de la Yougoslavie. Et donc après ce bouquin, effectivement, j'étais pris dans une espèce de logique qui était que le monde que j'avais imaginé dans Le Sommet du Monstre, ce que je craignais était arrivé. Avec notamment les deux tours, avec alors l'islam, disons l'obscurantisme religieux. Effectivement, il faut le préciser, vous avez raconté quasiment le World Trade Center avant. Frappé par l'obscurantisme religieux. Alors, j'avais mis les trois monothéismes ensemble pour... Et alors bon, voilà, il y a une dimension prophétique dans votre œuvre, hein, il faut donc, pas le cacher. Donc une fois que ça c'est arrivé, moi j'étais engagé dans ma tétralogie. Qu'est-ce que je fais ? C'est arrivé. Donc j'ai dérivé vers l'artiste du mal suprême. Alors ceux qui connaissent Warhol, etc. Donc c'est devenu effectivement un contrôle. J'essaie de contrôler ma propre matière. Et là, je comprends qu'on se perde un peu. Mais si on relit, par exemple, la tétralogie, on se rendra compte que c'est extrêmement cohérent et que tout est maîtrisé, qu'il n'y a pas de... non, mais réellement, on fait confiance. Oui, mais c'était ça. À la fin, il fallait que je contrôle moi-même le volant qui voulait se barrer partout. J'essaie de le maintenir. Alors ça, c'est une façon de travailler qui peut déranger ou faire perdre pied à certains qui sont habitués aux récits traditionnels, classiques, bien charpentés. Et et puis la nouvelle trilogie sur on va dire planétologique, elle est d'une grande simplicité à côté. Alors, on est dans un western avec Animals. Juliet et Rome, c'est un exercice de style autour de Shakespeare, Roméo et Juliette, etc. Et on est dans quelque chose qui prendra fin avec le troisième volet, où les choses s'expliqueront d'une certaine manière. Voilà. Puisque nous sommes le 21 décembre et qu'il n'y en a que pour l'apocalypse à venir aujourd'hui, souvenons-nous tout de même que, par exemple, et je pense que ça devrait vous évoquer quelques souvenirs, un certain Frank Zappa était né un 21 décembre. I couldn't say where she's coming from, but I just met a lady named Dynamo Hum. She strolled on over and said, "Look here, bum, I got a $40 bill, say you can't make me come. You just can't do it." She made a bet with her sister who's a little bit dumb. She could prove it any time, all men was scum. Et je ne sais pas pourquoi, intuitivement, en voyant que ce 21 décembre était l'anniversaire de Frank Zappa, il est né en 1940, mort en 93, et qu'il y a quelque chose de commun dans cette espèce de petite folie entre Zappa et vous, Enki Bilal. Je n'y ai jamais pensé, vraiment, franchement. En fait, j'ai jamais cherché à comprendre. Ces sons-là, on pourrait les entendre dans le dessinée. Peut-être dans Le Monstre, effectivement. Il y a ces dissonances, sa voix, qu'il maîtrisait absolument parfaitement, une magnifique voix. Et puis ces dissonances, sa guitare et tout. Oui, c'est un personnage hors du commun. Moi, j'adore. Alors, je préfère être comparé à un personnage hors du commun qu'un personnage commun. Sur la question de la bande dessinée, on en est où sur ces questions-là qui parfois font des querelles sans fin, à savoir est-ce qu'Enki Bilal est seulement l'auteur de bande dessinée? Est-il plus que l'auteur de bande dessinée? Est-il un grand peintre? Est-il un artiste qui serait au-dessus, évidemment, du comique? Il faut tout de même rappeler, en même temps, que vous êtes aujourd'hui l'artiste français vivant le plus coté au monde, juste derrière Pierre Soulages. Je constate moi-même. Mais la loi du marché, de l'art contemporain, c'est quelque chose qui m'échappe totalement. Il peut pas y avoir de stratégie en termes d'art contemporain. Si, il y en a sans doute, avec
je sais pas, des artistes contemporains qui mettent en route des grandes machines pour réaliser des installations, etc. C'est souvent des entrepreneurs, des artistes contemporains aujourd'hui. Auteur de bande dessinée, vous le gardez sur votre carte de visite ou c'est quelque chose que vous laissez derrière vous? Pas du tout, non. Moi, je suis avant tout auteur de bande dessinée. Alors voilà, en même temps, on vient de l'évoquer juste avant, est-ce que c'est encore de la bande dessinée? Je pense que non, au sens traditionnel, non. Ce n'est plus de la bande dessinée, mais un genre peut évoluer. Moi, j'assume tout à fait le fait de le faire évoluer à ma façon. Mais en tout cas, ce qui ne change pas, art contemporain ou pas, cote énorme ou pas, c'est mon envie de continuer à raconter. Alors, à raconter pas du scénario solide, charpenté, parfaitement, formaté, je dirais presque, mais c'est d'être l'auteur de mes livres. Et être auteur de mes livres, pour moi, ça passe par le dessin, la peinture et l'écriture. C'est un tout, voilà. C'est peut-être ça qu'a bien remarqué Henri Loiret, justement, en n'ayant pas froid aux yeux et risquant, qui sait, qu'on fasse rentrer l'auteur de bande dessinée au Louvre, Mazette. Il a réellement insisté pour que je fasse ce livre, et c'est quelqu'un de... Henri Loiret aura C'est un sacré bâtisseur, son livre est exceptionnel. Il aura peu raté son parcours, puisqu'il a annoncé qu'il partait, et qu'on se doute bien qu'il part, parce qu'il sait qu'il partira en pleine gloire. Daniel Brice, qui intervient. Moi, je voudrais revenir, vous avez dit quelque chose, Marc, tout à l'heure, qui nous entraîne dans une direction extrêmement intéressante, parce que la manière dont vous envisagez les fantômes nous arrache à une logique d'aujourd'hui qui est, au fond, il faut s'en débarrasser. Quand Marc, tout à l'heure, a cité cette phrase qui est dans Nosferatu, lorsqu'ils eurent franchir le pont, les fantômes vinrent à leur rencontre, la logique, c'est qu'au bout, il se dissipe, une petite fumée mélancolique, et le coq chante, la lumière règne. On a fait disparaître les fantômes. Ce que vous faites, vous, et je crois que c'est une leçon pour nous, c'est que les fantômes sont là, ils reviennent, ils disparaissent pas du tout, et qu'on ne cherche pas, il ne s'agit pas de les liquider. Je vous fais une petite confidence, si je peux me permettre, Marc. Je travaille pour l'instant sur un sujet qui m'amène à revoir des lieux qui sont ceux de mon enfance, de la vaste et paisible Loire. Vous allez aux fantômes, vous, au pont de C. Le pont de C. On connaît votre marotte, oui. Le pont de C, pour moi, ce sont, évidemment, c'est un nom d'un général romain, c'est les ponts de César, c'est Aragon franchissant les ponts de C, faisant cette balade magnifique. Et puis, en fouillant sur ce qui s'est passé là, je découvre qu'il y a des épisodes atroces de la guerre de Vendée qui s'y sont passés, et que dans ce charmant village, il y avait une tannerie de peau humaine où on tannait des peaux de Vendéens pour en faire des culottes pour des républicains. Moi, je suis plutôt une fille de 1789, je veux dire, et bien, quand je vois ce fantôme-là, je veux pas le faire disparaître. Je veux qu'il soit là, mais je n'ai pas ni votre talent, ni vos possibilités pour que dans ce livre, ce fantôme-là soit tout le temps présent. Et vous êtes capable de ça, et je trouve ça magnifique. C'est une pensée de notre monde. En même temps, Daniel, l'Académie française est en face du Louvre, ou le Louvre est en face de l'Académie française. Oui, mais il y a des fantômes et des grands fantômes, justement, à l'Académie, évidemment. Ils sont tous là. Non, on peut se demander si effectivement, des événements puissants, forts, n'imprègnent pas l'air, l'atmosphère. Alors ça, c'est des théories aussi qui marquent, d'où les morts brutales. Une mort brutale, finalement, allez hop, elle s'imprimerait quelque part. Et du coup, on peut la croiser, etc. Il y a des gens qui croient fermement à ça. Intellectuellement, moi, je peux y croire. Voilà, c'est quelque chose qui me déplaît pas. L'idée d'une dimension parallèle, je pense que là aussi, on va apprendre sans doute beaucoup de choses dans les décennies à venir. Je pense que les scientifiques sont aussi en train de se poser des questions sur l'idée qu'effectivement, il y a peut-être des dimensions dont on n'est pas conscient. Alors ça, c'est formidable, ça serait formidable comme découverte. Brice Couturier. Moi qui suis plus terre à terre et qui crois moins aux fantômes que Daniel, je voudrais reparler gros sous. 15 peintures sur toile d'Enki Bilal ont été vendues pour un total d'1 045 000 € chez Arcurial. Une toile de Bilal, La Folie du Roi, a été emportée à 175 000 €. On voit effectivement que votre cote, Marc le disait, c'est la deuxième cote de chez les artistes contemporains français. En peinture. En peinture, oui, précisons. Moi, je les vois un signe des temps très important. Il y a plusieurs galeries qui se sont ouvertes ces derniers temps, dans le Marais en particulier, qui vendent des œuvres, des planches originales ou des œuvres originales d'auteurs de bande dessinée. Et là, il y a vraiment un tournant dans notre histoire de l'art. Allons jusque-là. Pendant très longtemps, il y a des collectionneurs maniaques qui s'achetaient les planches originales des auteurs, mais on n'avait pas l'idée de collectionner les œuvres originales non bande dessinée d'auteurs de BD. Vous avez des gens comme Götting, comme Loustal qui font des cotes aussi énormes. Et moi, j'y vois une gifle infligée par le marché, par les collectionneurs, par la demande,
envers un certain marché de l'art qui a été longtemps trusté par des fausses valeurs, par de l'art conceptuel, par des gens qui faisaient des lignes droites sur des fonds blancs et que seuls les snobs pouvaient entretenir la cote. Aujourd'hui, on a la revanche d'un vrai public, celui qui a lu les bandes dessinées, qui est formé esthétiquement à ce type d'illustration-là et qui se rue sur ces images, non pas pour investir, mais parce qu'elles lui plaisent. Elles lui plaisent tout simplement. Et je pense que c'est un signe des temps très important et vraiment pas du tout perçu Enki Bilal. Non, je suis d'accord avec vous, évidemment. Parce qu'il y a une chose que le marché de l'art ou ceux qui détiennent comme ça les clés de cette petite chapelle ne veulent pas admettre. C'est que derrière chaque dessinateur de bande dessinée, même celui qui fait des gros nez, il y a un dessinateur, il y a un vrai dessinateur. Un dessinateur de bande dessinée doit savoir, pour raconter une histoire, dessiner des visages, des expressions, le mouvement, les perspectives, les décors, la nature, tout. Alors, le montage. Le montage, une fois qu'on enlève tout ça, on a un artiste capable de produire de l'image, de l'imaginaire, de produire artistiquement, alors de manière plus ou moins forte, expressive, j'en sais rien. Mais ça n'est pas du fabriqué, ça n'est pas de la stratégie, ça n'est pas du faux marché, ça n'est pas du marketing, voilà. Et ça, moi je suis confronté à ça, parce que évidemment ma réussite dérange les gardiens du temple, quoi, ceux qui sont précisément dans la régression. Et puis c'est figuratif. Ça fait 50 ans qu'on nous dit que l'art figuratif c'est fini. Ah bah oui, c'est une insulte suprême, c'est-à-dire que l'imaginaire c'est une insulte, il faut le réel, il faut que ce soit un objet, il faut que ce soit estampillé encore Marcel Duchamp, mais Marcel Duchamp, je trouve ça formidable. Moi, il m'a énormément donné d'énergie, Marcel Duchamp, mais bon, simplement, je peux pas me passer d'un certain savoir-faire comme d'autres, et que l'art, c'est aussi la représentation imaginaire du réel. En tout cas, c'est une belle revanche. Et c'est une belle revanche qui n'a vraiment été pas perçue, quoi. Il y a encore 10 ans, personne n'aurait imaginé un phénomène tel que celui de voir Bilal vendre une toile 175 000 €. C'est une espèce de revanche du marché. Parce que j'imagine que vos toiles n'ont guère été achetées par les FRAC et autres institutions d'État. Non, mais vous savez que la bande dessinée, encore, il y a il y a beaucoup de résistance derrière tout ça. Il y a des gens qui continuent à mépriser la bande dessinée et préféraient un balai de, on va dire, de chiottes posées dans un... L'art conceptuel. Voilà, conceptuel. Bon, voilà, des rayures. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est vraiment l'art conceptuel. En fait, c'est l'art qui pense et c'est de la pensée artistique et c'est ça que vous incarnez. C'est pour ça c'est le contraire. L'art de Bilal, le moins qu'on peut dire, c'est que c'est pas de l'art conceptuel. Justement, mais pour moi, le vrai art conceptuel, c'est un art qui pense. C'est ça que j'ai voulu dire, Brice. Merci de me l'obliger à le préciser, en effet. Qui pense le monde, l'histoire, l'expérience. Un artiste qui pense le monde, l'histoire et l'expérience. C'est donc l'opposé, effectivement, de l'art dit conceptuel. Enki Bilal, je rappelle donc Les Fantômes du Louvre, c'est jusqu'au mois de mars, 18 mars 2013, et c'est un livre qu'on peut mettre sous le sapin, Les Fantômes du Louvre, Futuropolis Louvre édition. Dites, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de film quand même. C'est juste. Alors bon, parce que j'ai fait de la peinture, voilà. C'était ça aussi. Oui. Hein. J'ai un projet de film à partir d'Animals, donc le scénario j'ai terminé, donc libre adaptation. Ça reste un western, on va dire. Pas futuriste, mais un western planétologique. Voilà. Et c'est en cours, c'est en développement. Vous n'avez pas l'intention de partir en Belgique après la sortie de Brice Couturier sur la loi du marché J'adore la Belgique, j'adore Bruxelles, mais je vois vos allusions perfides. Non, pas du tout. Qui sont chez vous, parce qu'il y a toujours des écoles avec là-bas, et comme partout, pour tous les arts, la littérature, le cinéma, qui sont, je dis, on vous a posé la question souvent, mais les grands maîtres dans le patrimoine de la bande dessinée, mais vous êtes quoi? Vous êtes plutôt Franquin, plutôt Hergé? J'aime Franquin, j'aime Hergé, j'aime ceux que j'ai côtoyés au Louvre, hein, j'aime Delacroix, Géricault, Géricault, je m'en suis pas occupé, mais ce sont des artistes que j'ai énormément copiés quand j'avais 15-16 ans, 17 ans. Hein. Mais sinon, il y a énormément de talent dans la bande dessinée. Moi, je trouve que c'est très riche en ce moment, des gens comme De Crécy, des gens comme Bastien Vives, qui sont des jeunes qui arrivent, ça ne manque pas. Moi, dans des styles très très différents, donc c'est vraiment un secteur très sain, je veux dire, sur le plan de la création. Bon, puisque vous...